Bienvenue Fred, merci de prendre ce temps pour le Creativity Podcast. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Fred Colantonio, je l'ai bien dit j'espère, parce que je sais qu'il y a Parfait. beaucoup de fautes sur ton nom de famille. C'est un conférencier, auteur de plusieurs best-sellers, de plein de livres dont tu vas nous parler tout à l'heure, qui sont vraiment... Enfin, tu as vraiment écrit énormément de livres, moi je suis super impressionné. Et d'ailleurs... C'est quelque chose, je m'étais dit, dans mon podcast, je ne vais pas trop prendre trop de conférenciers parce que je suis moi-même conférencier et après, on va se dire, ah, il place tous ses copains, etc. Et en fait, franchement, à chaque fois que je regarde tes trucs, je me dis, mais il fait un paquet de trucs, ce mec-là, et tu n'es pas simplement conférencier, tu as ta propre maison d'édition, tu as un parcours vraiment atypique, tu étais criminologue avant. Donc, déjà, on va commencer par ça, surtout. Donc, on va commencer par ça tout simplement, parce que moi, ça m'intrigue et je pense que ça va intriguer les personnes qui vont regarder le podcast. Donc, comment tu as commencé? C'était quoi, criminologue? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Dis-nous un peu plus là-dessus. Voilà, bonjour à toutes et tous, Ah, merci. Euh, tu crées le désenchantement tout de suite là, parce que c'est vrai qu'il y a de tels fantasmes sur le métier de criminologue que d'accord. moi j'étais très très éloigné de la réalité des séries américaines, hein. Donc Dommage. ben, ça fait partie des cours que j'ai eus. Donc, il y a eu des cours de médecine légale, de balistique, de criminalistique, de tout ce que tu veux. Mais ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus les cours liés à la psychologie sociale, à la sociologie et à tout ce qui permettait, grosso modo, de comprendre le fonctionnement de l'individu, quoi. Ouais. Donc, je me suis tenu assez éloigné des scènes de crime et autres, même si j'ai des amis et collègues qui sont allés dans cette direction-là. Ouais. Et du coup, toi, tu te penchais du coup plus sur la psychologie. Concrètement, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais dans ce milieu-là avant de basculer du côté obscur? J'ai travaillé 5 ans dans l'administration publique en Belgique et je travaillais dans un service de prévention. Donc, l'objectif, c'était d'essayer d'anticiper des actes délinquants. Alors, on était sur la petite et moyenne délinquance, hein. On n'était pas sur des enjeux comme le terrorisme ou vraiment le grand banditisme et des choses comme ça. C'était plutôt dans l'équivalent de la municipalité dont je ressortissais, c'était de prévenir le vol, prévenir les accidents de la route, prévenir ce qu'on appelait les assuétudes à l'époque, qu'on qualifierait d'addiction aujourd'hui, et mettre en D'accord. place une série de mesures qui permettaient en une phrase, de baisser le taux de criminalité, quoi. D'accord. Et du coup, quelle part de ce que tu as appris et de ce que tu faisais avant, tu as pu injecter dans tes conférences et comment... Alors moi, on me demande souvent aussi, et je trouve que c'est souvent une question sympa, à quel moment tu as pivoté, qu'est-ce qui t'a poussé à en parler de tout ça et comment tu as pu traduire ce que tu avais appris avant dans tes conférences? Ben, alors, ce que je viens d'expliquer là, moi, je l'ai gardé très peu en tant que tel. Donc, je suis plus du tout capable de parler de prévention des addictions et ce genre de choses. C'est pas ce qui m'intéressait le plus, si tu veux. Moi, ce que j'ai gardé, et quand j'ai des personnes qui me disent ah, mais tu étais criminologue dans une autre vie et tu ne l'es plus maintenant, je dis si, je me sens criminologue jusqu'au bout des ongles, parce que toute la grille de lecture, si tu veux, la paire de lunettes que la criminologie donne sur la manière de comprendre ce qui fait qu'un individu a tenté dans un groupe va péter une case, va sortir du rang, va se décaler. Ben c'est ce que toi et moi, on cherche à identifier chez des gens dans des facteurs qui vont permettre la créativité, l'innovation, la transformation. Et donc, moi, j'ai juste gommé les contours qui ne me convenaient plus et qui étaient les j'allais presque dire les bas aspects de l'être humain, quoi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment, peut en venir à tuer les autres, à développer des plans qui mènent au terrorisme, au grand banditisme, à ce genre de choses, même si moi, je ne me suis pas approché de ces sujets-là. Et je me suis dit, mais les facteurs psychologiques, la motivation qu'il y a derrière, les éléments de compréhension d'un momentum qui se crée au départ d'un contexte, ça, je peux le garder. Sauf qu'au lieu d'avoir comme focus le côté crime, je vais prendre le focus qui est côté transformation, leadership, développement, innovation et sortie du rang, mais plutôt vers le haut que vers le bas.
Et d'ailleurs, tu parles de plein de sujets, en fait. Ça aussi, ça m'impressionne. Moi qui suis un peu dans le milieu des conférenciers, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont prendre une conférence, ils vont la faire à fond, ils ont un sujet. D'ailleurs, on ne sait pas comment ils font, mais ils s'en lassent pas jusqu'à je ne sais pas quel âge. Et toi, tu parles de plein de sujets différents. On va y venir un petit peu. Je vais te demander de montrer tes livres plus tard. Mais déjà, moi, ce qui m'intéresse, et je pense aussi les gens qui nous regardent, comment tu as pu apprendre tout ça? Comment tu as pu élargir tes horizons, ouvrir ton esprit et absorber voilà, toutes ces nouvelles choses et ne pas rester dans ta case, bah, j'ai étudié criminologie, donc je pense comme ça, donc je suis comme ça. Bon, écoute, alors, je pense qu'il y a une infime partie de terreau fertile et de. C'est pas des prédispositions génétiques. Moi, plus le temps passe, moi, je crois au déterminisme. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je suis quand même j'ai quand même pas mal de recul par rapport à ça. Mais je crois que j'ai reconnu une certaine prédisposition que je pouvais avoir à m'intéresser à beaucoup de choses. Mais j'ai deux éléments qui m'ont marqué. Le premier, quand j'ai commencé les études de criminaux, la toute première année, dans le discours du doyen, sa parole de conclusion, sa phrase clé, c'était quoi qu'il arrive, et peu importe quand vous repenserez peut-être à ce discours, je voudrais que vous reteniez ceci. Je souhaite à chacune d'entre vous d'être et de rester d'éternels étudiants. Et je me souviens quand il avait dit ça, un peu comme quand on est jeune et qu'on entre à l'UNIF, j'étais me dit, oh ouais, mais ça, moi, mon gars, tu te fourres le doigt dans l'œil bien loin, quoi. Plus vite c'est fini, mieux c'est, quoi. Après, je vais Ah bosser, et ouais. puis terminer les études, terminer tout ça. Et donc ça, c'est un premier élément fondateur. Je l'ai repris d'ailleurs dans un de mes livres, de me dire, mais au final, il avait complètement raison. Il m'a fallu 10 ans pour le C'est un comprendre. beau message, ouais. Mais ouais, ouais, c'était magnifique de se dire que la vie a toujours des trucs à nous apprendre et qu'on a aussi toujours quelque chose à espérer, à vouloir, à chercher. Moi, je suis quelqu'un qui est en quête, quoi. Je cherche en permanence. Ça fait partie de mon ADN à moi d'être comme ça. Mais j'ai pris longtemps à m'en rendre compte parce que le deuxième élément, c'était quand je suis arrivé en fin de carrière à l'administration, enfin fin de carrière, pas parce que j'étais vieux, mais parce que j'avais fait le tour et que je voulais partir et que je sentais que j'étais plus à ma place et que j'avais envie d'entreprendre et que j'avais envie de faire d'autres choses qui m'appartenaient. Je me suis rendu compte que je n'avais plus lu, je ne m'étais plus documenté, j'avais plus suivi de formation, je m'étais éteint pendant 3 ou 4 ans parce que ben, c'était le premier job, j'étais sorti des études, donc tu as déjà d'autres choses à apprendre, hein, le travail en équipe, comprendre comment ça marche avec des collègues, des partenaires, comprendre le système de l'administration. Mais j'ai cru naïvement que je pourrais me passer d'une forme d'apprentissage qui me serait propre. Et ça m'a. Ben, j'étais en train de faner, quoi, vraiment. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche, au fond, si moi je sens que j'ai une attirance ou un appétit pour les livres, qu'est-ce qui m'empêche d'en lire? C'est pas parce que je suis plus à l'UNIF que je dois pas en lire. Et donc j'ai commencé comme ça. Et pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui se diraient, moi je déteste lire, jusqu'à l'âge de 22, 23, 24 ans, je détestais lire. Mais vraiment, hein. À l'école, je m'arrangeais pour pas lire les bouquins qui étaient imposés, ce qui m'a valu des anecdotes un peu rocambolesques parfois, des examens. Mais je détestais lire. Et puis j'ai eu ce déclic de me dire c'est une manière d'apprendre, hein, et cette façon d'apprentissage me convient bien. Est-ce Et que tu donc te je lis tout le souviens temps. comment est arrivé ce déclic? Du coup, tu te souviens ou pas trop? Ça s'est fait un peu au fur et à mesure, Oui. maturité, hein? Ces deux événements concomitants, la même année, la petite amie que j'avais à l'époque était une passionnée de lecture et notamment de BD. Et elle a eu la finesse de me mettre l'une ou l'autre BD entre les mains, qui ont fait que j'ai été un peu moins con, quoi. Parce que moi, je lui disais, ouais, c'est pas pour moi de la lecture. Ça, moi, je suis un type, je suis un mec, j'aime bien être dehors, courir, faire du sport, jouer au foot, point, quoi. Bon, et elle m'a mis l'une ou l'autre BD dans les mains et je me suis dit, waouh, mais il y a des univers là à découvrir, il y a des mondes dans lesquels se plonger. Et donc, j'ai trouvé ou retrouvé goût à la lecture par la bande dessinée. Hmm. Et c'est tombé pratiquement la même année que mon travail de fin d'études. Et ça, je sais que c'est dans mon mode opératoire, ça marche comme ça. C'est quand il y a quelque chose qui m'intéresse, la manière de l'obtenir. Je suis très autodiscipliné.
Et donc, la manière de l'obtenir fait que je peux faire l'effort suffisant pour y arriver. Et donc, mon travail de fin d'études étant devenu mon objet d'attention à ce moment-là, mon focus, je devais lire de la documentation et je devais lire des bouquins pour maîtriser le sujet, le comprendre et pouvoir écrire à mon tour à ce propos-là. Et donc là, je n'ai pas eu de problème à me plonger dans des bouquins. Et puis, quand je me suis reconnecté à la lecture 4 ou 5 ans plus tard, hein, à la période où je te disais que je fanais, là, eh bien, je me suis rappelé ça et je me suis dit, il suffit juste que je trouve des centres d'intérêt et les livres qui vont avec viendront tout seuls. Ah, c'est top comme histoire. Et d'ailleurs, récemment, j'en ai repartagé pour des étudiants des Oui, BD, un manga et il y a deux livres qui sont en BD où tu apprends des choses. Il y en a un sur l'économie, un sur la carrière, un manga en carrière. Il y a pas mal de trucs comme ça. Si tu veux bien m'envoyer, je les mettrai dans les liens. On pourra ouais, partager ouais, pour les gens volontiers. qui se sentent pas de lire un livre tout de suite, mais qui vont se faire, qui vont avoir ce déclic, on espère, en lisant ça. Et du coup, toi, après, sur tout ce que tu as fait, tu parles maintenant pas mal de leaders et de héros, justement. Alors, est-ce que tu peux... J'ai vu que pour toi, ça avait un sens un peu différent. Peut-être tu as ta propre définition. Qu'est-ce que tu appelles un leader? Qu'est-ce que tu appelles un héros pour les gens qui nous regardent? Ouais, si tu veux, c'est venu aussi un peu de l'expérience et du parcours. J'ai été assez stupéfait quand mon histoire de vie fait que j'ai souvent été là où on ne m'attendait pas. Que ce soit pour faire des études universitaires, je suis le seul enfant de la famille à y être allé, que ce soit pour entrer dans une administration, parce qu'on n'avait pas de... Dans ma famille, il n'y avait pas d'emploi vraiment de bureau constitué, et puis pour en sortir, quand j'ai démissionné, je te laisse imaginer la tête des miens, alors qu'ils croyaient, ils s'étaient dit, OK, euh, on a un enfant qui a une bonne place, hein, comme on Ouais, dit. ouais, Moi. Et donc, je crois que mon parcours personnel m'a fait prendre conscience que ce n'est pas nécessairement une logique que tout le monde a, de pouvoir se dire que si ça ne convient pas, si l'environnement dans lequel je suis ne me convient pas, alors je peux moi changer ou je peux changer d'environnement. Et beaucoup de gens, finalement, se disent, ben, moi, je peux changer. Et donc, changer, soit c'est positif, soit c'est, ben, changer, c'est aussi m'acclimater. Donc, me faire à la situation, y compris celle qui ne me va pas. Et en discutant avec des gens, je dis, mais tu sais que tu peux aussi changer d'environnement si ça ne te convient pas. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui t'empêche de redistribuer les cartes, pour parler à un magicien? Et donc, j'ai pas mal de personnes comme ça chez qui je me suis rendu compte que cette option-là était relativement, je vais utiliser le terme innovante, même si ce n'est pas nécessairement ce que je voulais véhiculer comme image ici, mais la notion de leader ou de héros est venue comme ça. Je me suis dit, mais en fait, pour moi, le héros, le leader, c'est la personne qui a le rôle principal dans une histoire. Et c'est une définition Wikipédia. Donc, si tu regardes, c'est ce que d'accord. Wikipédia propose. Personne qui a le rôle principal dans une histoire. Et je me suis dit, ça touche une corde sensible qui est universelle, parce qu'on peut tous être candidats à ça. Se Ouais. dire, OK, je peux. Beaucoup de gens disent qu'il faudrait changer le monde, particulièrement maintenant, là, dans la situation dans laquelle on vit, la crise sanitaire, la crise économique, toutes les difficultés. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait changer le monde. Ben, la première chose, si on veut changer, c'est de chercher à y contribuer. Et pour y contribuer, je dois comprendre que j'ai une marge de manœuvre. Et pour comprendre que j'ai une marge de manœuvre, je dois pouvoir identifier que je peux devenir la personne principale de cette histoire qui est ma vie. Donc, je peux commencer à changer le monde si je change déjà mon propre univers, mon propre référentiel, ma fameuse grille de lecture, ma paire de lunettes. Et ça, tu vois, la connexion avec la criminaux, pour moi, elle est là. Et Hmm. la chose que j'ai ajoutée, parce qu'au début, quand je parlais des héros, je n'insistais pas suffisamment là-dessus. Donc, c'est une notion qui est très connotée, hein, le héros. Donc, les gens peuvent y mettre des tas de choses. Euh, il y a une différence fondamentale entre l'héroïsme et l'égoïsme. Quand tu dis personne qui tient le rôle principal dans une histoire, ça peut être très égoïste. Mais la différence avec l'héroïsme, c'est que pour moi, le véritable héroïsme est constitué d'actes solitaires, personne ne se chargeant de réussir à notre place, mais les bénéfices des actions chez le héros sont solidaires. Hmm. Donc personne ne s'en charge à notre place, mais d'autres doivent pouvoir profiter du résultat de mes démarches. Parce que je vais peut-être en embarquer dans l'aventure, parce que je vais peut-être inspirer des gens.
Parce qu'ils vont voir que moi, j'ai opéré une transformation et donc ça va leur permettre de se dire, bah, tiens, s'il l'a fait, peut-être que je peux le faire aussi finalement. Tu vois. Et dans ma trajectoire entrepreneuriale, moi, j'utilise beaucoup cette logique-là. Alors, pas nécessairement dire si je l'ai fait, vous pouvez le faire, parce que voilà, toi, tu as des compétences en magie, tu vas peut-être me dire, bah, Fred, si moi je suis magicien, tu pourrais le devenir aussi, tout le monde pourrait devenir magicien. C'est pas parce que il y a des gens qui cuisinent, qui sont restaurateurs, qui sont magiciens, qui ont des compétences particulières en dessin, que tout le monde peut arriver à leur niveau. Mais en tout cas, on a la capacité, chacun pour nous, à identifier ce sur quoi on a envie de se développer et progresser méchamment. Et si les gens combinent ça avec l'exploitation de leurs points forts, plutôt que de passer leur vie à essayer de compenser leurs faiblesses, c'est Ouais. une banalité, hein, mais ça reste quand même une On réalité. Je en, crois non, que tu non, en parles non, pas mal je trouve aussi. qu'on n'en parle pas assez, Euh, moi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, autant dans l'éducation, à tout âge, que d'une manière générale, je trouve qu'on n'en parle pas assez et beaucoup d'adultes continuent à le faire. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, hein, de me dire ok, pourquoi je joue pas sur mes forces, pourquoi je joue pas sur. Mais c'est dur, en fait, je pense, d'identifier ses forces. On a l'impression qu'on se la raconte un petit peu, on va dire ça comme ça. Je pense pour beaucoup de gens, c'est ce sentiment de se dire non, mais moi, je suis normal. Et on a du mal à identifier ses forces et à se dire je vais jouer dessus. Je pense que on devrait en parler davantage de ça. Mais Mais le terreau de l'héroïsme, il est là, si tu veux. C'est qu'à un moment, voilà, moi, peut-être que je pourrais faire un peu début de commencement de magie, mais a priori, je ne suis pas nécessairement habile de mes mains, sauf pour jouer de la guitare, ça, je m'en sors. Mais voilà, je sais pas jongler, par exemple, je sais pas très bien manipuler les cartes, etc. Donc, je pourrais certainement, à force d'entraînement et d'acharnement, arriver à faire quelque chose de mes mains, mais toi, ça a l'air d'être une compétence forte que tu as et que tu as travaillé et que tu as développée, et ça t'a amené très loin. Moi, je peux travailler très, très fort pour essayer de faire un truc de magie qui, au final, sera peut-être moyen, alors que si je me concentre sur ce que j'ai identifié, et que je fais déjà plus ou moins naturellement ou spontanément ouais, bien, mais je peux peut-être devenir très fort ou excellent. Et quand tu arrives à commencer à discuter comme ça avec les gens, ils comprennent que ton intention n'est pas de dire je veux devenir meilleur que les autres, je veux écraser tout le monde. On n'est pas dans une question de compétition, on est dans une question, à la limite, il y a peut-être une compétition avec soi-même, de se dire ouais. ok, moi, je veux voir jusqu'où j'arrive à pousser le bouchon, quoi. De Tu vois, potentiel, de potent voilà, ouais. jusqu'où est-ce que je peux tirer tirer ou pousser cette logique-là et jusqu'où est-ce que ça peut m'amener, tu vois, par effet de ricochet. C'est si j'exploite ça, ben, comment ça marche, quoi. Les Hmm. conférences, tu m'aurais dit il y a 10 ans que je parlerais devant des publics. De nouveau, pour le moment, c'est un peu chahuté, mais tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit voilà, hein, surtout pas, quoi. Et puis tu commences à le faire, tu repères que il y a des choses qui fonctionnent bien, et puis tu te rends compte que tu prends plaisir dans l'exercice, et puis qu'en fait, c'était peut-être pas si contre-intuitif ou si opposé à qui tu es. Et voilà, c'est chemin faisant, de fil en aiguille, que tu suis le lapin blanc, quoi. Soit de Matrix, soit d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Même si c'est le même lapin au final, hein. Ouais, c'est marrant cette image. C'est le Ah, même moi, c'est ma lapin. vie, hein. Trop C'est suivre le d'informations. lapin blanc. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, j'ai ce problème avec les chiffres. Enfin, les chiffres, c'est d'une manière générale, mais j'ai jamais été une bête en mathématiques et en calcul et donc en tant que. Mais ce que j'ai découvert en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il fallait que j'ai le minimum déjà pour pas. C'est pas que je vais en faire ma force, c'est que il faut que je comble la catastrophe. Mais une fois que je me suis posé, bon, déjà, j'ai appris à aimer le truc. Ça, c'est quelque chose aussi, parfois, on ne soupçonne pas, mais on peut apprendre à aimer. Ça ne veut pas dire que je vais être aussi bon qu'une autre personne qui est naturellement douée pour ça, mais au moins, je sauve les meubles et après, je joue avec mes forces. Mais ça, c'est. Mm. Mais je reviens d'ailleurs sur se changer soi-même et se changer le monde. Et surtout dans ce contexte, parce on l'a évoqué rapidement, moi je me suis dit, faut que je demande à Fred absolument ce qu'il pense du Covid. Je suis sûr que tu as un avis qui doit être intéressant, parce que tu parles souvent de rebondir de l'échec, de se réinventer, euh, pareil avec être le leader et se changer soi-même. Comment toi t'abordes, comment tu vois cette phase, en tout cas chez les gens dans la psychologie, comment ils peuvent se réinventer, comment ils le vivent, comment ils pourraient mieux le vivre, comment toi tu l'as vécu. Voilà, donne-nous un peu un aperçu de cette phase. Bah écoute,
Alors que pour beaucoup, la crise est vécue comme une espèce d'arrêt, voire de ralentissement. Il y a des gens qui disent c'est la fin d'un monde, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des gens qui disent quand on a été confiné, ben, le temps s'est arrêté, les choses se sont... oui, tout s'est ralenti. Et bon, apparemment, ça a eu un impact assez positif sur la planète aussi, etc. Bon, on lit pas mal de choses. Moi, je reste assez prudent dans ce que je raconte par rapport à ça parce que où est la vérité? C'est pas, je ne suis pas Ouais, c'est du tout dans difficile. ce qui est complot, etc. Mais c'est difficile simplement de se baser sur des faits. Un Ouais, criminologue, la base de notre métier, si tu veux, dans ce qu'on apprend et ce qui forge la manière dont on oriente notre tête chercheuse, c'est d'essayer de se raccrocher à des faits. Et je trouve qu'une des difficultés de la crise ici, c'est d'identifier les faits eux-mêmes, quoi. C'est ouais, quel est l'état de la situation. Euh, mais ce que je peux partager en termes de perception, ce que moi je ressens, c'est qu'au contraire d'une situation de ralentissement, pour moi, c'est un accélérateur. Donc la situation actuelle est un accélérateur qui va révéler les choses qui doivent s'effondrer, les choses qui doivent... C'est un peu la logique de l'océan bleu. C'est qu'est-ce qui doit s'arrêter, qu'est-ce qui doit être diminué, qu'est-ce qui doit être augmenté et qu'est-ce qui doit être créé. C'est les quatre, si tu lis le bouquin sur la stratégie Océan Bleu, c'est les quatre questions ouais, systématiques qui sont posées. Et je trouve qu'on en est vraiment là, quoi. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont se créer. Et entre les deux, il y a des choses qui existent déjà mais qui vont vachement augmenter. Il y a des choses qui existent déjà et qui vont vachement diminuer. Et je te dirais que j'ai l'impression que une partie des professionnels avec qui je travaille ont compris cette logique d'accélération et se disent, je ne sais pas encore où ça va, mais je comprends qu'il faut embrayer. Et à côté de ça, il y a toute une série de gens qui sont dans une espèce de semi-léthargie, tu vois, un peu comme si tu étais KO debout et où tu te dis, mais je ne sais pas quoi ouais, faire. ouais. Euh, tu vois? Notamment, comme tu disais, par rapport aux faits et qu'on a du mal à évaluer la situation, ce qui se passe Bien vraiment. sûr. On attend d'avoir des infos solides pour pouvoir se dire, OK, je digère, je passe par là. C'est Mais difficile. en fait, alors sans non plus sombrer dans l'agitation excessive, parce que ça ne sert à rien de courir comme des poules sans tête partout, mais par contre, l'espèce d'état attentiste, ça me fait exactement penser à la même chose que quand on dit aux gens, enfin, quand les gens croient qu'ils doivent d'abord avoir confiance en eux pour faire quelque chose. Tu Hmm, vois. C'est exactement le même mythe. Si tu attends d'avoir toutes les circonstances qui sont réunies, tous les éléments maîtrisés dans un tableur Excel de A à Z pour pouvoir démarrer quelque chose, toi et moi, on le sait, et probablement que les gens qui nous regardent et nous écoutent le savent aussi, on démarre jamais rien parce qu'on n'a pas ouais, l'ensemble des paramètres. Et plus le temps passe, moins on aura l'ensemble des paramètres. Beaucoup d'entre nous, dans les conférenciers, on passe notre temps à dire que le monde est complexe, etc. Je ne suis pas tellement sûr. En fait, la plupart des choses dans la vie, c'est simple, mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et ici, on peut reconnaître très simplement que l'ensemble des facteurs à prendre en compte aujourd'hui pour décider sont devenus une espèce de sac de nœuds. Parce que même quand tu as l'impression que tu as une décision très simple devant toi, il y a des agendas cachés, il y a des choses que tu ne connais pas, il y a tout le système d'information, contre-information, désinformation qui fait qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans le brouillard. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que ça doit nous empêcher d'agir? Et je ne suis pas sûr. C'est ouais. pour ça que pour moi, c'est un accélérateur. Parce qu'il y en a qui agissent alors même qu'ils ne savent pas. Charles Pépin, tu sais, le philosophe qui a écrit sur l'échec, il a écrit aussi un livre sur la confiance en soi, et il a fait une distinction que je trouve super intéressante. Il fait la différence entre choisir et décider. D'accord. Et il dit décider, c'est agir avant de savoir. Et choisir, Décider, c'est c'est savoir agir avant avant de d'agir. savoir. D'accord. Ouais. Décider, j'agis avant de savoir. Ouais, Donc, je choisis une direction et j'y vais en sachant que je n'ai pas tous les paramètres. Et ouais. choisir, c'est savoir avant de décider, avant d'agir, pardon. Savoir avant d'agir. Donc, je vais d'abord chercher à Hmm, obtenir toutes les informations, à vérifier avant de me dire, je peux peut-être aller par là ou je peux peut-être aller par là. Je crois que l'état du monde, la vitesse de l'information, l'accès au réseau, le, euh, les décisions stratégiques que nous devons prendre aujourd'hui ne nous laissent plus le temps
de pouvoir choisir. Nous devons décider. On doit faire des paris. C'est une des grandes caractéristiques de l'optimiste. Je sais que tu es un optimiste, moi aussi. Une des grandes caractéristiques de l'optimisme, c'est de pouvoir se dire, on fait un pari positif sur l'avenir. Ouais. On n'est pas sûr que la décision qu'on prend aujourd'hui, elle est bonne, mais on est sûr qu'on va tout faire pour la rendre bonne dans la durée. Ouais. Tu vois? Mais c'est ce Bon, ça peut que… même être à penser qui disent ça, hein, des gens comme Philippe Gabillet, des gens de la Ligue des optimistes, etc. Je ne suis pas du tout seul à porter ce message, je m'en Bien suis sûr, bien même sûr. plutôt imprégné, mais j'y crois fondamentalement. Hmm. Il y a tellement de trucs qui me passent par la tête. Comment toi, tu t'es… Non, mais on pourrait partir dans tous les sens et parler 3 heures que de ça. Comment toi, tu t'as fait, alors sans forcément donner tous les détails aux gens sur ton business, mais comment toi, tu l'as vécu personnellement et tu t'es réinventé? Parce que pour les conférenciers, ceux qui le savent pas, hein, on donne quand même des conférences sur scène avec des gens qui sont très nombreux dans la salle en général. Donc, on est les premiers enfin, les premiers. Notre business a été coupé net dès le début. Donc, comment tu as fait pour te réinventer est-ce que tu as pris du temps justement ou comment tu as fait pour te réinventer rapidement puisque tu parles du coup d'agir et donc de Ouais. décider sans forcément tout savoir. Bah écoute, pour moi, ça a été assez. De nouveau, j'ai perçu le truc comme étant assez simple. C'est que j'ai très vite ressenti une espèce de pression à m'agiter. Et ça, je me suis dit, hors de question. Je refuse de courir partout comme une poule sans tête. Donc, j'ai adopté la logique inverse. Quand j'ai vu sur l'espace de 10 jours que tout s'écroulait en termes d'agenda, de carnet de commandes, de tout ce que tu veux, de clients qui… Moi, j'ai toujours eu la chance de combiner. Hein. Je n'ai jamais fait, tu l'as un peu expliqué, je suis incapable de faire un seul truc tout le temps. Donc, je fais de la conférence, c'est à peu près 50% de mon temps, une petite sorte, 80, 90 par an. Mais j'ai aussi du conseil, de l'accompagnement d'entreprise, du coaching d'entrepreneurs, la maison d'édition. Enfin, j'ai plusieurs Corde à ton terrains de arc. jeu, si tu veux. T'as raison. Et donc, quand j'ai vu qu'au niveau des conférences, parce que c'est une grosse période, quoi, la période mars, avril, mai, c'est quand même un gros moment de l'année. Quand j'ai vu que tout ça tombait, je me suis dit, OK, moi, je prends 5 jours et je me coupe de tout ça et je vois comment je vis le truc, quoi. Alors, c'était inconfortable, hein, mais j'ai plutôt passé du temps à aller marcher, j'ai plutôt passé du temps à… Alors oui, j'ai continué dans ce qui arrivait, quoi, au niveau des mails, etc., mais je me suis dit, je ne veux pas agir trop vite. Et Hmm. donc, je me suis laissé pour dire comment est-ce que je ressens ce qui est en train d'arriver. Et au bout de 5 jours, c'était très clair, puisque je me suis un peu coupé du monde, c'était très clair, j'avais une espèce d'urgence intérieure à faire 2 trucs, c'est rester connecté aux gens. Donc la connexion a été un élément fondamental pour moi. Et 2, la contribution. Je me suis dit, ce qui me nourrit, c'est de continuer à partager. Et là, c'est allé très vite parce que j'ai commencé à repasser des coups de fil. Et puis, on m'a sollicité très rapidement lors d'un coup de fil que je passais pour prendre des nouvelles, voir comment ça allait. Simplement, ce n'est pas du tout la prospection. On se dit, tiens, on s'est croisé à un moment, comment tu vas? Et je faisais la roulette russe sur le téléphone, tu sais. Je faisais comme ça, puis, j'arrêtais sur un numéro. Je me dis, OK, je vais appeler la personne. Alors, il C'est y a des marrant. gens avec qui j'étais en contact très régulier, mais il y a aussi des gens avec qui j'avais pu discuter peut-être depuis 3, 4, 5 ans, où je n'avais rencontré qu'une fois dans une journée de formation à l'époque. Bon, bref. Mais j'appelais pour prendre des nouvelles. Je dis comment tu vis le truc, comment ça va, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, est-ce qu'il y a… Et après, même pas 10 coups de fil, j'avais une personne qui me disait, Fred, ce qu'on vient d'échanger, ça me sert, ça me rebooste, ça me donne le moral. Est-ce que tu serais d'accord d'en parler à ma communauté à webinaire? Je dis oui, bien sûr, volontiers, faisons ça. Et puis, boum, c'est parti. Et là, comme ça, j'ai très rapidement commencé à retricoter quelque chose qui a été constitué à la fois de webinaires, à la fois de projets que j'ai pu prendre le temps de lancer, comme toi, comme probablement les gens qui sont avec nous là. On a plein de trucs en tête, mais à un moment, on n'a pas le temps, ou c'est pas le bon moment, ou quoi, ou qu'est-ce. Ben, quand tu as l'agenda qui s'est vidé en partie, tu peux te dire, OK, maintenant, j'ai récupéré Ouais. la moitié de mon temps, je peux me consacrer à ça. Et donc, il y a eu des webinaires, j'ai lancé plein de projets. J'ai eu la chance que presque tous sont plus ou moins mordus. Enfin, il y a eu un hameçon qui a été lancé et ça a plus ou moins pris pour tous. Et, et je répète que j'ai des missions de conseil qui ont continué, quoi. Donc, assez rapidement, boum, boum, zoom, les éclairages, l'écran, et puis on est parti, quoi. Ah, c'est top. Et du coup, on va revenir en arrière dans le temps, dans ta vie. Comment t'as,
comment tu as commencé tout ça? Parce que là, j'aimerais bien aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont regarder ce genre de podcast. Aujourd'hui, tu as plusieurs cordes à ton arc. Alors, Ouais. petite parenthèse, ça peut aussi toujours paraître facile pour quelqu'un comme toi qui est bien établi de se dire oui, mais lui, de se retourner, de se réinventer, c'est aussi très simple. Donc non, moi, je ne trouve pas. Je trouve ça super ce que tu as fait de se poser 5 jours. Moi, je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. On ne va pas dire que j'étais une poule sans tête, mais je ne me suis pas coupé du monde 5 jours. Mais non, c'est top. Et du coup, toutes ces cordes, toutes ces différents terrains de jeu, comme tu l'as dit, comment tu as pu les développer? Comment ça a commencé tout ça? Comment toi, tu as pu trouver tes premiers clients? Comment tu as développé en fait au tout début cette boîte de conseils? Bah, écoute, je répondrai à la question de deux manières, mais je voudrais juste dire ça en préambule ou juste avant, c'est que il n'y a absolument aucun jugement de valeur, hein. Donc, quand je dis l'impression de courir comme une poule sans tête, c'est ce que moi j'ai ressenti. Ouais, Maintenant, c'est il y a des naturel, gens, bien tu sûr. vois, voilà, il y a des gens qui se sont bougés très fort, très tôt, très vite, et ça leur a peut-être été très profitable. Tu vois, c'était Ouais, juste bien que moi, sûr. ça m'aurait pas correspondu de fonctionner comme ça. Euh, comment j'ai démarré? En fait, je vais te l'expliquer avec les mots que j'ai aujourd'hui, et puis je te dirai comment j'ai ramé pour mettre ça en place. Mais Ouais, avec plaisir. C'est bien ça. J'aime bien ça. aujourd'hui, notamment quand j'explique ça à des entrepreneurs, à des gens qui veulent. Alors souvent, moi, j'ai des gens qui veulent démarrer une activité entrepreneuriale. Je ne parle pas des entreprises. Ça, l'accompagnement d'entreprise, le conseil, c'est encore un peu autre chose. Mais vraiment, quand je travaille à conseiller des entrepreneurs, j'ai souvent des gens, soit qui veulent démarrer, soit qui sont en situation de remise en question parce que ça fait 10 ans qu'ils font un truc, Ouais. ça fonctionne, mais ils sentent bien qu'ils ont envie d'autre chose, mais ils se sentent un peu coincés dans ce qu'ils ont, et puis ils sont établis pour ce qu'ils font, mais ils sont appelés par autre chose, mais ils n'ont pas de temps à dégager pour, enfin tu vois, bon, voilà. Je vois très Et bien. donc, moi, ce que j'utilise souvent comme image, parce que c'est vraiment une image que j'ai intériorisée et que j'utilise pour moi-même très souvent, ça devrait parler à quelqu'un de spectacle comme toi, c'est l'image du tour de cirque des assiettes chinoises. Tu vois ce truc-là? Ouais. Où voilà, l'artiste, à un moment, arrive sur la scène et puis tu vois qu'elle prend un bâton, enfin il ou elle, hein, mais moi j'ai souvent vu ça réalisé plutôt par des dames, et donc tu vois qu'elle prend un bâton et puis elle pose le bâton très, très précautionneusement, et ça prend longtemps, ça prend longtemps, c'est un temps significatif pour poser le bâton, pour mettre l'assiette dessus et puis pour commencer à faire tourner. Hmm. Et alors tu vois que la personne accorde une minutie très précise sur le fait que le bâton soit bien posé et l'assiette tourne. Et puis quand c'est bien en place, hop, elle va chercher un bâton et une autre assiette, mais toujours en surveillant le premier. Et puis elle pose Hmm. le deuxième, et elle pose la deuxième assiette, et ça va un peu plus vite. Et pareil pour la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et plus le temps passe, plus ça va vite, évidemment, et on sait qu'elle a un peu joué, c'était un peu romancé, le fait qu'elle prenne du temps au début, elle aurait pu aller beaucoup plus vite. Euh, mais une fois qu'elle a ces 7 ou 8 qui tournent, il y a deux enseignements. C'est que ça va beaucoup plus vite pour lancer les suivantes. Et s'il y en a une qui casse, c'est beaucoup moins grave quand il y en a 8 ou 10 que quand il n'y en a qu'une ou deux. Hmm. Et donc, si tu veux, je suis toujours guidé par cette logique-là dans ce que j'entreprends. C'est ce que je fais doit pouvoir me servir. J'essaie de faire coup double ou coup triple, si tu veux. J'essaie toujours de me dire comment est-ce que ça va me servir sur d'autres exercices, sur d'autres activités. Ben, il suffit de prendre le conseil et la conférence. L'un et Ouais, l'autre se nourrissent très, très bien. bien sûr. Ouais. Parce que je tire beaucoup d'exemples dans les conférences de ce que je vois en mission de conseil, et en même temps, ben, le fait de donner des conférences t'oblige à structurer ta pensée, à avoir une certaine pédagogie, à développer un fil, et ça, je peux m'en servir aussi quand je fais du conseil, tu vois, dans les méthodes, dans ce que je mets en place, les outils que je propose, et puis les livres qui viennent Les après. livres, Ben, c'est. tu vois, tu fais une espèce de coup double ou coup triple, quoi. Ouais. Et c'est un peu la même chose avec cette logique d'assiette chinoise. Et c'est peut-être quelque chose que les gens qui sont avec nous peuvent tester. C'est si vous voulez tester autre chose, mais vous ne savez pas quoi, si vous voulez diversifier vos activités, mais vous ne savez pas comment, une des questions que je me pose très souvent, c'est quand vous observez votre fonctionnement quotidien, donc sans chercher à le changer, hein, ce stade-ci, c'est dans ce que je fais habituellement sur une semaine ou sur un mois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où j'ai déjà 75 à 80% de l'habitude
qui est installé et où il faudrait peut-être que je mette 20 à 25% d'efforts pour en faire quelque chose qui soit produit, service, quelque chose de vendable ou quelque chose, je ne dis pas nécessairement marchand, mais quelque chose que je peux proposer à une communauté. Hmm. Et puis c'est aussi le coup de faire une chose à la fois, en plus de ce que tu nous expliques. La personne, l'image de la personne qui fait tourner les assiettes, elle est fait une à la fois. Et je me demande s'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui veulent commencer plusieurs choses à la fois et rapidement et de pas. J'aime beaucoup cette image. J'essaie d'amener encore plus de trucs parce que je pense qu'elle est assez riche. Mais Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris et c'est la deuxième partie de ta question, c'est comment j'ai démarré. Euh, Moi, j'ai démarré en voulant trop faire tout de suite, je crois. ouais. Et j'avais donc, quand j'ai quitté l'administration, on était en pleine phase de transformation numérique à l'administration, même pour équiper tout le monde d'un ordinateur hein, à l'époque. Ouais, Et ouais. donner une adresse email à tout le monde et former tout le monde parce que Internet était arrivé, etc., etc. Et quand j'ai quitté, je me suis dit, il doit bien y avoir des boîtes qui ont des besoins qui sont liés à ça. Euh, et donc, je suis parti trop vite sur le fait de dire, je vais faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la transformation numérique. À l'époque, ça ne s'appelait pas vraiment comme ça, mais c'était ça, en fait. Je me suis dit, Ouais. mais je vais aider les boîtes à faire ça. Sauf que je m'évertuais à essayer de leur faire comprendre ça, et je courais comme une poule sans tête, alors que ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que ce qu'un criminologue venait foutre là, Ouais. pour leur expliquer ça. Et donc, pendant 2, 3, 4 ans, non, 4 ans, ça a commencé à fonctionner. Pendant 2 à 3 ans, j'ai vraiment pratiquement prêché dans le désert parce que simplement, il y avait erreur de casting. Ce n'était pas Hmm. vers moi que les gens se seraient dirigés pour ce type de choses. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, mais attends, tu peux essayer de vouloir mettre les assiettes que tu veux. Si les gens ne comprennent pas que tu es la bonne personne pour faire le planter du bâton, j'allais presque dire, mais faire une référence. Ouais. Mais tu vois, tant que les gens n'ont pas compris que tu étais peut-être la bonne personne pour les aider, ça ne marchera pas. Tu peux avoir le meilleur message du monde, les gens se diront, c'est pas lui, quoi. Et donc, j'ai commencé à rembobiner pour me dire, OK, qu'est-ce qui fait que, en tant que criminologue, j'ai des choses à mettre sur la table et que je peux avoir peut-être un regard différent ou une approche qui est un peu différente de celle que quelqu'un qui a l'habitude de l'entreprise, qui a fait administration des affaires, qui a fait HEC, tu vois, ou qui a suivi un cursus en entrepreneuriat, comment est-ce que moi je peux me positionner par rapport à ça? Et donc, les assiettes qui tournent, c'est pas simplement des projets, tu vois, c'est aussi Moi, il y a eu une grosse remise en question personnelle sur la manière dont je devais ou pas jouer sur le fait que j'étais criminologue. Et en fait, Ouais. la période de ma vie où ça m'a le plus desservi, c'est quand j'ai essayé de le cacher. Mais voilà, je peux dire ça maintenant avec 15 ans de recul, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage. J'ai pas autant d'expérience que toi, mais j'ai eu la même chose en tant que magicien. Alors, je vais pas raconter ma vie. Ce podcast, c'est sur toi. Mais j'ai eu le même truc. Au début, mais je pense que c'est aussi souvent quand on veut passer d'une phase à l'autre, on veut laisser notre passé, notre expérience derrière, alors que justement, il faut pouvoir capitaliser dessus. Et ça va être important. Je pense des gens qui veulent essayer de, comme tu dis, de cacher leur, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mieux vaut capitaliser, mieux vaut s'en servir pour rebondir. Mais Le nombre de fois, Moutsi, où j'ai eu face à moi des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets qui m'ont dit, je prends l'exemple caricatural, ça fait 15 ans que je suis comptable, j'en peux plus, maintenant je veux me lancer dans la déco d'intérieur, je veux devenir coach, peu importe. Et ils me disent, mais j'ai besoin qu'on m'aide parce que je pars de zéro. pas de Je zéro. dis, pardon? Ouais. Tu ne pars pas de zéro là, tu as 15 ans d'expérience comptable. Tu as 15 ans d'expérience à trouver des clients, gagner des clients, créer une relation de confiance. Euh, et bien souvent, les gens, c'est une vieille expression, mais les gens jettent le bébé avec l'eau du bain, quoi. Tu vois? Et Ouais. moi, 9 fois sur 10, je leur dis, mais attends, tes premiers clients, ils sont là. Hein. Ouais, Tu as créé la confiance sur un poste, ils t'ont reconnu comme étant crédible sur des actes techniques de comptabilité, de révisorat d'entreprise ou que sais-je, moi. Comme toi, hein, je ne suis pas très, très doué pour l'aspect chiffre. Mais alors, ces gens-là, il suffit ça, je dis ça avec beaucoup de guillemets, mais
de transposer cette confiance-là à un autre domaine. Si t'ont fait confiance pour ça et que tu leur montres que tu es bladé maintenant en décoration d'intérieur parce que c'est devenu ton truc, qu'est-ce qui empêcherait ces personnes qui ont déjà la relation de confiance constituée de te faire confiance aussi sur cet aspect-là? Donc, je suis Ouais. 1000 fois d'accord avec toi. On a souvent tendance, quand une porte se ferme, à laisser tout derrière, alors qu'en fait, non, ça nous a façonné, ça nous a amené des acquis, ça a contribué à nous construire. J'ai Même un si ami c'est qui une est. sale expérience, hein. Pardon? Même si c'est une sale Ouais, expérience. ouais, ouais. Ouais. J'ai un ami qui est conférencier aussi, tu le connais peut-être, Christophe Bichet, qui fait de l'escalade. Il a une super Alors, peut-être métaphore là-dessus. Il a un parcours extraordinaire et il a une métaphore où il parle des prises à l'escalade. Et il dit que donc, tu ne peux pas tout lâcher. Une prise, et tu mets la deuxième, et ensuite tu prends, et lui, il aide avec l'entreprise. Voilà. C'est pas mal mais c'est vrai que en fait, tu peux pas tout lâcher d'un coup. Ou alors c'est vraiment un coup exceptionnel, c'est vraiment un cas exceptionnel. C'est vraiment très rare. On peut pas jouer dessus. Mais bon. Mais d'ailleurs, Mais toi, imagine même que tu lâches et que tu ne fais pas l'entreprise, mais que tu sautes de l'un à l'autre, tu as quand même toujours ta corde, hein, normalement, enfin, sauf ouais, les fêlés du bocal là, qui font de l'escalade sans être ouais, il en sécurisés. fait Parce que de ça temps en aussi, temps. mais, C'est pas ça. Ouais. mais voilà, pour les gens comme toi et comme moi Ouais. qui sont des escaladeurs un peu proches de zéro, si on peut le faire, on peut éventuellement, dans une manœuvre désespérée, parce qu'on se sent bloqué, se dire, bon, bah, perdu pour perdu, je vais tout lâcher et sauter de l'autre côté, mais on est quand même harnaché, on est quand même sécurisé, etc. Donc, Hmm. oui, il y a cette espèce de notion de filet de sécurité que les gens oublient assez souvent et qui a fait partie, moi, au début, tu me l'évoques, au début, ce qui a contribué à faire en sorte que mes assiettes ont commencé à tourner et de plus en plus vite et de mieux en mieux, c'est quand je me suis rendu compte que les plus grosses craintes, moi j'avais une image, la défaite, c'était si je me retrouvais en dessous d'un pont sans domicile avec un chien près de moi. Alors que j'ai une peur panique des chiens, mais D'accord, ouais. oui, mais dans mes cauchemars entrepreneuriaux, c'était ça. C'était, je me Ouais. dis, mais si un jour je me vois là-bas, et c'est un pont, le pont de la Passerelle à Liège, puisque je viens de Belgique et j'habite à Liège, c'est le pont de la Passerelle, et j'étais en dessous de ce pont avec un chien. Je suis tout seul, j'ai tout perdu et j'ai plus personne. Voilà. Et là, je me dis, si j'arrive un jour là, c'est que j'ai complètement raté ma vie. Et ça me hantait une fois de temps en temps, jusqu'au jour où je réalise qu'il y avait très peu de chances que ça puisse se produire dans la mesure où mon filet de sécurité, c'est tous les gens qui m'entourent. Alors, ce n'était pas nécessairement des gens de ma famille, il y en a bien entendu, mais c'était aussi les rencontres. J'ai un de Ouais. mes meilleurs amis aujourd'hui et quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai travaillé à l'administration, qui était un des fournisseurs extérieurs de l'administration. J'ai évidemment gardé en contact avec lui. Dans les 2-3 premières années, j'ai cru que je devrais lancer ma boîte et mes boîtes tout seul. Et puis à un moment, ça ne marchait pas. Je suis retourné vers ce même type et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais m'expliquer comment toi t'as fait? Je dis, parce que voilà, moi, là, je m'agitais. Là, je courais comme une poule sans tête. J'essayais de tout lancer de mon côté, mais j'avais pas les codes, j'avais pas les leviers, j'avais pas les raccourcis d'expérience. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai quitté l'administration en 2005. Je suis né en 78, donc 27 ans, si je compte bien. Quelque part par là, quoi. Ouais, ouais. Et Moi, c'est juste pour le contexte. Ouais, donc tu t'es ouais. retourné vers cette personne et elle t'a aidé du coup. Ah oui, oui, après 2-3 ans, je me suis dit, OK, je ne vais pas y arriver là. Et si c'est pour faire ça, c'est pas une vie. Donc, non. Et puis, j'ai osé me dire, OK, je lève la tête et je regarde autour de moi. Et tu parlais tout à l'heure de la manière de compenser peut-être les faiblesses, ou en tout cas de les reconnaître quand tu travaillais toi, avec les chiffres, que tu as essayé d'apprivoiser un peu ça. Moi, tu m'as évoqué Richard Branson, le patron de Virgin, hein, qui est entrepreneur parmi les entrepreneurs. Une des phrases qui m'a le plus marqué de Richard Branson, c'est quand on lui demande euh, comment lui il compense ses faiblesses, il a une réponse toute simple, en 4 mots. How do you deal with your weaknesses, Mr. Branson? Il répond en 4 mots. Ask somebody who knows. Yeah. Ouais. Demandez à quelqu'un qui sait.
Et Et donc, il y a Richard beaucoup Dawkins, de ressources aujourd'hui en plus. Il y a énormément de ah, mais ressources à évidemment, accès limité. Ouais, ouais. évidemment. Et donc, cet ami fait partie de mon comité restreint, mon comité des sages, là, c'est un de mes Jedi, quoi. Il va Hmm. avoir 60 ans, hein. Il a 18 ans plus que moi, donc il a 18 ans d'expérience de plus que moi, et tu peux comme ça aller chercher des raccourcis d'expérience chez une multitude de personnes qui ont des trésors. Alors, ça va paraître un peu peut-être bateau, mais on a souvent tendance à aller chercher nos héros, justement. On a souvent tendance à essayer d'aller les chercher loin et à trouver des figures qu'on imagine rares et auxquelles on accède au prix d'efforts ou de complications, alors qu'à côté de nous, il y a des gens qui ont des expériences de vie, des expériences techniques, des expériences humaines qui sont énormes à Ouais. partager. Et c'est devenu aussi, parce qu'on a parlé de l'apprentissage livre ou formation, mais ça, c'est devenu ma plus grosse source d'apprentissage. Et justement, quand on parle d'apprentissage, j'aimerais bien parler un petit peu d'éducation avec toi parce que j'imagine que tu dois avoir un avis aussi intéressant sur l'éducation d'aujourd'hui, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, donc pour nos nouvelles générations. Et tu as un fils, j'ai vu, Oui. qui a 13 ans, c'est ça? Et il a eu 13 ans. Je ne sais pas, cette vidéo, elle a vocation à durer dans le temps. Le podcast a vocation à durer, mais En au tout moment cas, où pour on le moment, il enregistre, a. on est le 29 octobre et il a eu 13 ans le 22 octobre. Oui, donc ça D'accord, fait bah, 7 jours qu'il a eu 13 ans. je suis Dans le bien timing. Ouais. dans le timing. Et oui, du coup, parce que toi, dans tes livres, et encore une fois, on en parlera, tu les montreras tout à l'heure, ça m'intéresse que les gens puissent avoir accès à toutes ces ressources. Tu parles d'innover, d'apprendre de ses erreurs, rebondir de l'échec, etc. Euh, et tu parles aussi de pas mal de prendre responsabilité de sa vie, en fait, avec leader et être un héros. Du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, du système scolaire aujourd'hui? Alors, tu dois connaître sûrement celui de Belgique mieux Ouais. qu'un autre. Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu lui reproches pas? Comment tu penses que on devrait faire ou qu'est-ce qui devrait rester? Moi, ça m'intéresse énormément ces choses-là, de savoir pour les futures générations. Écoute, moi j'ai beaucoup de respect pour les enseignants parce qu'ils font un métier qui est particulièrement maintenant avec la mise à distance, avec le fait que les enfants doivent apprendre de chez eux, que les profs doivent utiliser les technologies. Franchement, c'est rude. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont encore cette vocation de Ouais. transmettre, qui ont encore cette vocation de faire grandir des âmes et de contribuer à ce que les élèves ou les étudiants qui passent à travers leur classe ou leur amphithéâtre ou peu importe, euh, deviennent de meilleures personnes et pas uniquement sur des compétences techniques. Et donc ça, franchement, j'en vois quand même beaucoup qui sont animés par ça. Euh, et je trouve qu'ils sont dans un contexte qui est hyper dur parce que l'institution école, l'institution scolaire, visiblement, à quelques rares exceptions près, évidemment, mais en grande majorité, est restée très ancrée sur son fonctionnement, est restée très ancrée sur ses certitudes, est restée très imperméable à la volatilité du monde actuel et à la nécessité de pouvoir être souple, être agile et à se remettre en question. De nouveau, je ne parle pas des individus, hein. Il y a des profs qui le font de manière magique, mais il y en a beaucoup qui sont Oui, on parle du institutionnalisés dans cette espèce programme, de de l'institution. système, Ouais. quoi. C'est le Ouais. programme, c'est l'institution. Bon. Et moi, j'ai la chance d'avoir un enfant euh, qui a de la lucidité sur les choses, c'est-à-dire que le système scolaire ne lui convient pas. Lui, il n'aime pas l'école parce que il ferait autre chose de ses journées et parce que Livio est quelqu'un qui est très sensible à l'injustice et il vit le fait d'avoir un apprentissage descendant qui est le même pour tout le monde, où il faut annoncer des réponses comme étant quelque chose d'injuste. Et du haut de ses 13 ans, souvent il questionne ça. Il dit mais pourquoi on nous fait faire Mhm. ça comme ça et je comprends pas. Alors moi je préfère nettement ça à avoir un comportement moutonnier quoi, où simplement il suivrait, il ferait, il se fondrait C'est dans pour le ça que tu moule. dis que c'est une chance. C'est marrant de le dire comme ça. Et c'est une chance, mon fils n'aime pas l'école. C'est Alors, original.
Je dis Oui, pas nécessairement que c'est un c'est méchant raccourci que j'ai qu'il n'aime fait. pas C'est un l'école, raccourci que j'ai fait, mais bien sûr. Il je trouve questionne. intéressant, je trouve que c'est une chance qu'il ait cette réflexion-là. D'accord, ouais. Parce que ça veut dire qu'il a la capacité à questionner le modèle dans lequel on le place. Hmm. Et ça, je trouve que c'est une compétence, tu vois. Ouais. Et je préfère quelqu'un comme ça plutôt que quelqu'un qui tombe dans un biais psychologique, enfin pas un biais psychologique, mais dans un travers psychologique qui est la suradaptation. Donc je préfère qu'il remette en question l'école. Je préfère que parfois il surfe un peu avec les bords, même au niveau des notes, parfois, parce que il a compris ce qu'il fallait faire pour pas être emmerdé, mais il a compris aussi que il n'allait pas faire l'effort pour arriver à péter des scores, tu vois. Et donc, il traverse sa scolarité avec ce qu'il faut, mais dans ses qualités, puisqu'on parlait de mettre en avant les points forts, c'est aussi un enfant comme tout être humain qui a des faiblesses, qui a des défauts, mais dans ses points forts, je crois qu'il a la jugeote de comprendre un peu les aspects moins visibles ou moins premier degré du système, et il arrive à jouer avec. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, plutôt que de simplement se dire, OK, il faut faire ça, et ça doit se faire comme ça, et patati et patata, et donc moi, j'obéis aux règles, quoi. Je suis toujours méfiant chez les gens qui Ouais. obéissent trop vite, trop facilement aux règles. Mais la difficulté de l'institution scolaire, c'est que je trouve elle est devenue, au départ de ses bonnes intentions, elle s'est retrouvée piégée dans son carcan, tu vois. Hmm. Et donc, massifier un enseignement, l'uniformiser et évaluer des enfants ou même des adultes sur base uniquement d'une tranche d'âge ou de certains critères comme cela, c'est un peu délicat. Le principal problème, c'est que ça met les gens dans une boîte de pensée, de façon de faire, et puis ils arrivent dans les entreprises, qu'on appelle des boîtes, et on leur demande quoi? On leur demande de sortir de la boîte. Mais quand tu as été formaté pendant C'est 20 clair. ans à ça, ou 15 ans, peu importe, mais que quand toutes tes études, c'est des mécanismes un peu inconscients, mais quand on t'a appris à rentrer dans un moule, à te fondre, à respecter les ordres, à donner la bonne réponse, à pas sortir du rang, à ne pas trop être farfelu, à venir avec des idées un peu loufoques. Alors, en plus, lui, il est à l'adolescence en ayant 13 ans, donc il y a le regard des autres, aussi des pairs, je Ouais. parle même pas des profs, mais ses copains de classe, ses copines de classe, quand tu sors un truc qui est un peu hors des conventions, des convenances ou de Ouais, ce qui est on se attendu, moque de toi. on te regarde tout de suite en disant mais d'où il vient celui-là, qu'est-ce qui sort, ou Ouais. Ouais. il ou elle, peu importe quoi. Euh, et donc je trouve que tous les mouvements que je vois en entreprise de libération, d'entreprise, de changement de mentalité, de décloisonnement, d'ouverture justement de ces boîtes de pensée et pour s'ouvrir à d'autres choses, mais pour moi il y a deux secteurs majeurs où c'est pas encore complètement abouti et arrivé, c'est l'enseignement et la politique. Et donc là, le Covid la crise liée au Covid va, j'espère en tout cas, produire le coup de boost dont il y a besoin, notamment au niveau politique, pour revoir un peu les choses. Je ne suis pas nécessairement optimiste par rapport à ça, mais je fais le vœu que ça puisse Ouais. avancer. Et toi, du coup, après, on va te laisser parce que je vois que l'horloge tourne. Pour un mot de fin, du coup, de toi, qu'est-ce que tu transmets à ton fils sur l'éducation et qu'est-ce que tu voudrais transmettre? Vraiment, je sais que tu parles d'énormément de sujets. On pourrait faire 15 heures de conférence en détail sur plein de sujets. Mais si tu devais dire une chose aux gens dans cette période et peut-être un enseignement que tu donnes toi-même à ton fils, qu'est-ce que ça serait? Écoute, moi j'ai comme symbole, alors c'est très tarte à la crème, mais j'ai comme symbole depuis des années le phare, le phare de mer, pas le phare de bagnole. Et particulièrement quand tout tangue autour de nous, et c'est ce que j'essaye de lui inculquer, quand tout tangue autour de nous, quand il y a tout qui tremble autour, quand on a l'impression que notre monde s'arrête ou que ça s'écroule parce qu'on a perdu notre boulot, parce qu'on est incertain dans une relation amoureuse, parce qu'on vit un drame familial, peu importe, dans toutes les situations, nous devons apprendre ou réapprendre à être nos premiers repères. Et Ouais. donc, la base de tout, c'est ce qu'on appelle l'intime conviction, notre fort intérieur. C'est des valeurs dont on ne parle plus aujourd'hui. Et pourtant, pour moi, c'est la base. C'est qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que je vois les choses, qu'est-ce qui serait bon pour moi, avec cette logique de se préparer à nos fameux actes solitaires. C'est comment je vais pouvoir devenir mon propre héros. Pas au sens, de nouveau, grandiloquent, mais au sens comment est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie ce que j'ai envie qu'elle devienne, et en ayant en tête que les bénéfices de nos actions doivent être solidaires.
Et le phare, pour moi, par rapport à ça, c'est la meilleure image parce que c'est à la fois le point de repère et c'est à la fois ce qui peut éclairer les autres et éclairer les bateaux qui cherchent à avoir une direction. Et donc, ça me sert pour moi. Et si ça sert aussi aux autres, on a fait le tour. Ouais, je Donc, pense redevenons on nos peut premiers pas. repères. Pardon? Redevenons nos premiers repères. Et je pense qu'on peut pas aller plus loin, plus haut que ça. C'est top. Si tu savais combien il y a de sujets qu'on n'a pas exploités, dont j'aurais aimé parler, on fera ça à l'occasion. Moi, je te remercie. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà 1 heure. On aurait pu en parler toute la journée. Merci beaucoup. Avant que tu partes, je voudrais que tu dises aux gens, premièrement, oui, est-ce que tu as quelques livres avec toi que tu peux montrer? Parce qu'il a, Fred a écrit énormément de livres, dont quelques best-sellers qui, je pense, peuvent servir surtout aux personnes qui regardent ce. Alors, montre-nous Pour ton. le moment, Ouais. il y a le couple Rebondir sur Ah, l'échec qui est ouais, là. super. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. C'est donc un livre optimiste, hein, c'est pas du tout psychologisant, c'est pas du Parfait tout. pour la période. Ouais. Voilà, donc rebondir sur l'échec. Le sous-titre aurait pu être, on ne l'a pas mis sur la couverture, mais c'est l'art de transformer les revers en coups gagnants, quoi. Donc, c'est comment, face à D'accord. l'adversité, en faire quelque chose d'utile et de constructif. Et alors, son espèce de frère jumeau, puisque les couleurs sont juste inversées, c'est innover à tous les coups, ou presque. Euh, et le sous-titre, c'est l'art de transformer les contraintes en opportunités. On est aussi Sympa. pas mal dans le sujet là pour le moment. C'est les deux derniers. Et donc, sur ton site, on peut trouver tous les autres si jamais d'autres veulent explorer Ouais, ouais, d'autres livres tout que à tu as fait, sur sortis. Amazon, Ton site, ouais. en On va le mettre librairie, dans la sur description. commande. Ouais, Le site de la maison d'édition, latitudedeshéros.com et mon site fredcolantonio.com, tout est dessus. on va mettre ça dans la description. Sur les réseaux sociaux, on te trouve où? LinkedIn principalement, Ouais. sur Fred Colantonio. Et alors, j'ai aussi une page Facebook, j'ai aussi un compte Insta, j'ai aussi un profil Ok, bon, Twitter, mais je suis un peu moins actif sur ceux-là. C'est principalement LinkedIn et Facebook. on va partager tout ça. Et ce que tu partages est très sympa. À chaque fois, je mets des petits likes parce que c'est des posts bien sympathiques. Donc, prenez le temps de suivre Fred. En tout cas, moi, je te remercie encore une fois et je te souhaite une bonne Merci à journée et toi. bon courage pour tous tes autres webinars et conférences en ligne. À toi aussi et à tout le monde. Que ça aille bien. Merci. Ciao. Salut.